Chaim Berkovitch, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, avec vous, bien entendu, on va parler de ce sujet qui vous passionne et qui peut nous passionner aussi, c'est-à-dire le tombeau des rois à Jérusalem. Vous étiez déjà venu nous raconter en fait l'histoire de ce tombeau, le roman que vous avez écrit au moment de sa parution autour de ce tombeau, mais il faut bien avouer que, et on en avait déjà parlé à l'époque, il y a une sorte de conflit entre plusieurs responsables, en particulier certains Israéliens que l'on appellera le Ekdesh, qui ont mis en assignation le consulat général de France à Jérusalem afin qu'il ouvre ce tombeau des rois qui jusqu'à présent a été fermé pendant de nombreuses années, inaccessible au public. Désormais, c'est chose faite à la suite de cette requête de ce groupe d'Israéliens. Eh bien, le consulat général d'Israël a d'une certaine manière cédé et il ouvre ce tombeau des rois à la visite de ceux qui voudraient le visiter. Alors, expliquez-nous d'abord comment tout cela s'est développé, comment cette décision du consulat général, qui était jusqu'à présent très hostile à une telle démarche, a été prise. Alors, je vais juste rappeler les faits, Daniel. On est devant un tombeau qui est une des merveilles de Jérusalem, un des 4 monuments les plus importants pour le judaïsme. 1800 ans, les Juifs ont prié sur place. Est enterrée dedans la reine Hélène d'Adiabène, Nagdimon Ben Gurion et Kalba Savoie. Voilà. Maintenant, pendant 1800 ans, les Juifs ont prié. Kalba Savoie et Nagdimon Ben Gurion, on rappelle que c'était les riches de l'époque de la destruction du Second Temple, ceux qui avaient perdu toute leur fortune donc à cette époque. Et Kalba Savoie, c'était le beau-père de Rabbi Akiva. Et voilà. Nagdimon Ben Gurion offrait à boire à tous les pèlerins qui venaient à l'époque du Second Temple. Donc c'était des gens très riches qui étaient des notables, des grands notables de Jérusalem qui sont mentionnés dans la Gemara, bien entendu. Et puis cette reine Hélène. Et puis la reine Hélène, qui elle aussi... Qui vient d'Adiabène, qui se convertit au judaïsme et qui donne toute sa fortune pour aider les gens de Jérusalem. Voilà, qui avait même offert un lustre connu dans le Beth Amikdash, dans le second Beth Amikdash. À l'entrée du temple. Voilà, à l'entrée du temple, le lustre qui permettait de décider à quel moment on pouvait appeler le début de la journée. C'est une femme très importante. C'est une femme importante, ouais. C'est une femme très importante. Elle est citée dans la Talmud Mishnah, parle que les rabbinim mangeaient dans sa souka. Donc c'est quelque chose. Elénia Amalka. Il y a des rues, une rue centrale de Jérusalem qui est au nom d'Elénia Amalka. Voilà. 1863, des fouilles archéologiques. Félicien de Saulcy, un Français, fouille l'endroit. C'est un sacrilège pour la communauté de l'époque. On en arrive directement à ce que le sarcophage de la reine Hélène et les ossements de la reine Hélène, on ne le savait pas, les ossements qui restent dans le sarcophage partent pour le Louvre. De manière illégale. De façon illégale. On est sous l'Empire ottoman, Félicien de Saulcy va cacher les lettres. C'est un hold-up archéologique. C'est un hold-up, si vous voulez. Félicien, tout simplement, va prendre de la matière, il va cacher les lettres en hébreu qui sont sur le sarcophage, et hop, avant même que la communauté puisse répondre et puisse se retourner par rapport à ça, les sarcophages et les ossements de la reine arrivent au musée du Louvre. Alors, à ce moment-là, donc c'est-à-dire au 19e siècle, à qui appartient ce site ? Ce site appartient à des habitants de Jérusalem, une population arabe qui est à Jérusalem, il leur appartient. Parce qu'il y a propriété, avec exactement. Des titres. Avec des titres. Vous savez que la plupart des monuments à ce moment-là appartenaient à des propriétaires arabes qui se disaient propriétaires de ces monuments. Oui. Maintenant, une femme de la communauté juive de France. Une juive, Berthe Amélie Bertrand, née Lévy, la fille de Serve-Dieu Lévy. Serve-Dieu, c'est Ovadia. Et la fille de Noémie Rodriguez Enriquez. C'est la cousine des Pereire, si vous connaissez à Paris le boulevard Pereire. Le boulevard Pereire, c'est les fondateurs de la SNCF, on va dire. C'est la cousine d'Henri Pereire. Du réseau de chemin de fer israélien. La nièce de Émile et Isaac qui ont créé les chemins de fer. Cette femme va ressortir son judaïsme. Elle a été convertie à l'âge de 8 mois. Elle est catholique. Exactement, parce que c'était difficile d'être juif à ce moment-là. Son père meurt lorsqu'elle a même pas un an. Eh bien, cette femme veut ressortir son judaïsme et elle l'écrit dans sa lettre. Elle l'écrit et elle... Vraiment, je pense maintenant à un lien entre cette femme-là et Elénia Amalka, peut-être aussi. Peut-être qu'elle a vu ce lien. Une est convertie au judaïsme, l'autre s'est convertie au christianisme. Eh bien, elle ressort son judaïsme. Et vous savez ce qu'elle fait ? Elle offre le tombeau. Elle en acquit la possession. Elle en acquit bien sûr la possession. Attention, c'est une juive, on est sous l'Empire ottoman, c'est difficile pour une juive de l'acquérir directement. Elle va demander de l'aide à Salvatore Patrimonio, qui est consul de France, et il va l'acquérir pour elle. Il va l'acquérir pour elle, c'est ça. À un détail près.
Salvatore ne va pas l'inscrire au nom de Berthe. Il va l'inscrire à son nom. Détail et de là toute la quand polémique par rapport au tombeau des rois. Par contre, elle convoque Lazare Isidore, le grand rabbin, Lazare Isidore Zichrono Livracha, grand rabbin de France. Ce rabbin va venir et elle le convoque et lui dit: j'offre le tombeau à la communauté. Si je l'ai acheté, ce n'est pas pour moi personnellement, c'est parce que je veux que ce tombeau fasse partie du patrimoine de la communauté. Et je veux que tout pèlerin puisse venir le visiter, que ce soit pour l'histoire ou que ce soit pour la religion, et puisse se rendre sur le tombeau des rois. Et le tombeau appartient au Ekdesh. Vous savez, une des lois du Ekdesh. Alors, expliquez rapidement en quelques mots ce que c'est le Ekdesh. En une phrase, ce qu'est le Ekdesh. Le Ekdesh, c'est tout simplement lorsqu'on a un bien privé et qu'on veut l'offrir à la communauté pour le culte, eh bien, ça appartient au Ekdesh. D'accord, mais alors, quand elle dit la communauté, c'est la communauté juive en France ou c'est la communauté. Alors, c'est bien précisé dans son acte. C'est bien précisé dans son acte. C'est bien précisé dans son acte de donation. Elle donne au grand rabbin Lazare Isidore de s'en occuper pour le Ekdesh, et le grand rabbin Lazare Isidore, en tant que grand rabbin de France de l'époque, le transmet au Ekdesh de Jérusalem. D'accord. Il signe sur le document de donation et il le transmet pour que cette propriété reste une propriété juive à jamais. D'accord. La première loi du Ekdesh, on n'a pas le droit de vendre quelque chose qui appartient au Ekdesh. Il appartient désormais à la communauté. Alors, par un concours de circonstances, et on ne sait pas pourquoi, le cousin de Berthe, la France, le consulat de France, a déclaré pendant longtemps que Berthe était déjà mort à ce moment-là. On est en 1885, 10 ans après. Et pourtant, Berthe est morte en 1929. On peut aller voir, d'ailleurs j'ai été voir sa tombe à Saint-Germain-en-Laye, c'est inscrit directement sur sa tombe. Donc Berthe est encore vivante. Henri s'aperçoit que le tombeau des rois, Henri Pereire, qui est le cousin de Berthe, le fils des fameuses personnes qui ont créé les chemins de fer en France, c'est quelqu'un d'important dans la communauté. Et puis il voit que le tombeau n'a pas été mis au nom de sa cousine. Il l'écrit, on a retrouvé la lettre, il dit: je ne comprends pas pourquoi, donnez-moi des explications pourquoi le tombeau n'a pas été... Il écrit au consul général de Jérusalem. Il écrit au consul général de Jérusalem en lui demandant quelle raison le tombeau n'a pas été mis au nom de Berthe Amélie Bertrand. Pas de réponse. Suite à cela, Henri va le donner à la France. Il y a un acte de donation d'Henri Pereire. Mais je vous pose la question, Daniel, est-ce qu'il a le droit de le donner ? Est-ce qu'il lui appartient, ce tombeau ? Il va le donner. Il va le donner à la France. Attention, cet acte. Pourquoi il fait ça ? On ne sait pas. Peut-être parce qu'il a peur, parce que le tombeau n'est pas inscrit au nom de Berthe. Peut-être qu'il a peur qu'on lui prenne. Attention, on est avant l'affaire Dreyfus. On est bien français avant d'être, je dirais même pas juif, je dirais israélite. Voilà. Et donc c'est peut-être une façon de le garder. Quoi qu'il en soit, son acte de donation est caduc. Il ne peut pas... on ne vendre peut pas... quelque chose qui ne lui appartient pas. Exactement. On ne sait même pas si cette donation a été jusqu'au bout, puisque l'acte n'est pas signé. D'accord. Donc, attendez, tout cela, juste un tout petit détail, Daniel, qui est très important. Mais même dans cet acte, il demande et il engage la France à ce que toute personne qui le veuille puisse venir pèleriner sur le tombeau des rois. Voilà, ça c'est important de le souligner. Ça fait partie, c'est-à-dire de l'échange. C'est-à-dire même si on dit que ça a été livré à la France, eh bien les Juifs, les Israéliens par la suite, tout le monde peut pouvoir visiter ce site, n'est-ce pas ? Exactement. Alors, or, ce qui s'est passé ces dernières années avec le site des rois d'Israël, on va dire le tombeau des rois, c'est pas les rois d'Israël, mais le tombeau des rois, c'est qu'il était fermé depuis près d'une vingtaine d'années, depuis la seconde intifada. Plus de 12 ans à peu près. Voilà, depuis la fin de la seconde intifada. Pourquoi ? La cause principale, c'est des travaux. C'est vrai qu'il y avait des problèmes sécuritaires et qu'il fallait faire des travaux sur le site, ce que la France a fait. Attention, tous les sites historiques qui datent depuis la période du Second Temple, donc à peu près 2000 ans, eh bien, il y a souvent des travaux à faire. Ça ne doit pas durer 12 ans. D'accord. Ça dure quelques semaines, voire quelques mois, pas plus. C'est-à-dire, est-ce qu'il est exact de dire que la France, détenant ce bien-là au cœur de Jérusalem, et on va dire plus exactement dans la partie est de Jérusalem, eh bien, ne veut pas attiser la tension entre Israéliens et Palestiniens, ou veut peut-être confier ce site dans l'absolu aux Palestiniens, et donc elle préfère le maintenir fermé. Tout à fait. Je dirais tout à fait, parce que je vais reprendre les paroles d'un ancien vice-consul qui s'appelle Olivier Plançon. Il me dit: mais Chaim, vous comprenez pas, nous sommes dans l'est de Jérusalem, eh bien c'est un problème diplomatique. On n'a pas envie qu'il y ait des centaines d'Israéliens par jour qui viennent dans cet endroit. Oui. Pourtant, je vais vous dire une chose, Daniel. Juste à côté, il y a un tombeau qui s'appelle le tombeau de Shimon Hatzadik, Simon le Juste,
Et des centaines de personnes viennent le visiter par jour. Et il est aussi dans l'Est de Jérusalem. Il est juste à côté. Donc maintenant, le grand développement dont on parle maintenant, c'est d'une certaine manière la décision, on va dire, le consulat général de France, la République a d'une certaine manière cédé à la requête des membres du Hekdesh qui disent « Nous voulons que le testament, en tout cas l'acte de vente d'Henri au moins, soit respecté, que n'importe qui, en tout cas ceux qui le souhaitent, puissent venir pèleriner sur ce site. » Alors je dirais, Daniel, pas tout à fait. D'abord, il faut comprendre qu'il y a moins d'un mois, le Hekdesh a assigné au tribunal de grande instance de Paris le consulat de France, donc le Quai d'Orsay. Il faut le souligner, l'avocat maître William avec Goldnadel. maître William Goldnadel qui défend le dossier pour le Hekdesh. Pourquoi ? Parce que le Hekdesh veut récupérer l'endroit. Le Hekdesh a essayé de négocier pendant des années avec la France. Il a demandé même au consistoire de France d'intervenir. La France, le consulat de France... Il y a eu une intervention de Joël Mergui qui est venu un petit peu comme un médiateur pour aider dans cette histoire. Parce qu'il y aurait une logique quelque part à ce que le consistoire puisse récupérer d'une certaine manière la responsabilité de ce site, hein, parce que quelque part, puisque c'était à l'époque livré à Lazare Isidore, c'était le consistoire déjà à l'époque, et il y a eu des relations étroites entre le consistoire et la famille Pereire. Tout à fait. D'ailleurs, le Hekdesh était prêt, et toujours prêt, à ce que le consistoire soit le responsable du lieu. Oui. Si pour la France, le consistoire est une association française, si ça arrange... Il faut rappeler que même dans la République française laïque, ça ne serait pas incongru qu'il y ait une responsabilité d'une organisation cultuelle comme le consistoire, puisque il faut savoir que par exemple le monastère de Sainte-Anne, qui est aussi un bien de la République, est un territoire, on va dire une zone territoriale française à proximité du Harabaït, du Mont du Temple, eh bien, est un monastère catholique. Tout à fait, il est géré par les Pères Blancs. Voilà. Donc, une tombe juive, vieille depuis 2000 ans, un patrimoine juif, doit être géré par des gens de culte, par des rabbins, qu'ils soient français ou qu'ils soient israéliens. Le Hekdesh, pour lui, ça n'a pas d'importance. Pour lui, c'est ce qui est très important, c'est qu'on puisse donner la possibilité d'accès. Il y a un détail qui est très important. Pendant les 10 années, pendant plus de 10 ans où le tombeau était fermé, il y a quand même eu, il était fermé aux juifs, mais il n'était pas fermé à toute personne, puisqu'il y a eu des festivals de musique arabe sur place avec des centaines de personnes, malgré les problèmes sécuritaires, etc. Donc on se demande pour quelles raisons, pour la communauté juive, c'est interdit d'entrer. Alors maintenant, ce qui a fait changer de décision le consulat général de France, c'est la pression du Hekdesh ou... Alors je ne sais pas, bien évidemment que la pression du Hekdesh qui demande à récupérer l'endroit a fait tilt auprès du consulat, et aujourd'hui ils l'ont ouvert, mais à ne pas s'y méprendre. À ne pas s'y méprendre. Ils ne l'ont pas ouvert en réalité. Ils jouent un petit peu. Ils ont essayé de relâcher la pression. Pour un site millénaire, pour un site qui était le 4e site pendant plus de 1800 ans d'Israël, eh bien on va permettre à des gens de venir sous inscription. Il va falloir s'inscrire sur le site. Oui. On peut pas 15 personnes 2 fois par semaine vont avoir le droit et le privilège de pouvoir se rendre là-bas. Vous vous rendez compte ? Si vous regardez un petit peu tous les sites comme Nebi Samuel, comme Shimon Hatzadik qui est à côté, etc. On veut véritablement, du côté du consulat, éviter que ce soit ça devienne un site de pèlerinage où il y ait des centaines, des milliers, peut-être même de gens qui puissent, parce qu'il faut le souligner que c'est un site relativement vaste. C'est un site très vaste, et durant toutes les années, c'était un site de pèlerinage. C'est là-bas qu'on allait fêter l'Akba Omer pendant plus de 1800 ans. Oui. Tout à fait. On faisait ce qu'on appelle la fête de l'aumône de la mangeaille. On appelait ça comme ça, puisque cette Eleni Amalka donnait à manger à tous les gens de Yerushalem. C'est un site qui est très très important. Il faut Pourquoi il s'appelle le tombeau des rois ? Parce que à part la reine Hélène. Mais oui, mais c'est une appellation qui a été erronée, qui a été faite par Félicien de Tsolsi. La première fois qu'il vient sur place pour faire des fouilles, les rois d'Israël. Il cherchait le roi David et le roi Salomon, et puis il a reconnu son erreur, et c'est pour ça que ce site a été appelé le tombeau des rois. Alors, la suite maintenant. Alors la suite, c'est très simple. Vers où va-t-on ? Est-ce que l'on va vers une sorte d'accalmie dans ce dossier-là ? Est-ce que finalement le Hekdesh se suffit de cette proposition, de cette décision du consulat, ou alors il veut plus de présence juive dans ce site ? Alors pas du tout, on ne va pas du tout vers une accalmie, et pourtant on le voudrait. Mais j'ai juste encore un détail à préciser, Daniel, c'est que l'accès au tombeau est payant. Même si c'est une somme qui est modique, mais c'est peut-être un petit peu comme au Moyen-Âge, lorsqu'on voulait se rendre dans une ville, eh bien le juif, il devait payer un droit d'entrée. Oula. Il n'est pas question que dans un lieu de culte, d'ailleurs vous n'avez pas de lieu de culte, vous n'avez pas de tombe en Israël où on doit payer l'accès pour pouvoir se rendre pèleriner. Donc ça c'est quelque chose de très important, et c'est pour éviter... Pourquoi d'après le Hekdesh... La République a besoin des quelques shekels. Oh non, on parle de sommes modiques, mais ce n'est pas pour l'argent. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui ont consacré leur vie à l'étude de la Torah,
et qui n'ont pas d'argent, ils vivent modestement, et pour eux c'est un frein de pouvoir venir prier plusieurs fois par semaine pour pouvoir vous rendre sur place. Donc c'est très dissuasif pour toute la communauté, je dirais juive orthodoxe, qui aurait voulu se rendre là-bas pour y prier. Il faut comprendre une chose. Pour nous, ce qui est très important, et pour toute la communauté juive, et pour le Hekdesh, c'est que le site soit réouvert, mais de la même façon... Permanente. Exactement, de façon permanente. Maintenant, il y a aussi un détail qui est très important. Et aujourd'hui, une nouvelle assignation va sortir, c'est face au musée du Louvre. Hekdesh. Ah oui. Face au musée du Louvre. Parce qu'il faut comprendre une chose. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on ne savait même pas que les ossements de la reine étaient sur place. Et pourtant, j'ai fait une conférence en France. Et puis, une vieille dame vient me voir. Elle me dit, j'ai entendu parler du tombeau des rois. J'ai un petit fascicule à la maison qui est sorti par le musée du Louvre qui détaille exactement ce qui est arrivé avec Félicien du Saulcy en 1863. Et dans ce document qui est sorti du Louvre, dans ce petit fascicule, il est inscrit exactement les ossements de la reine qui sont arrivés sur place. Alors là, par exemple, au Louvre, le sarcophage d'Hélène Malka, la reine Hélène, se trouve au Louvre. Le sarcophage est exposé. Mais est-ce qu'à l'intérieur, il y a les ossements de la... Alors, je vais vous dire. Moi, j'ai été invité au Louvre en 2011 et on m'a certifié, on m'a même signé comme quoi il n'y avait pas d'ossements. On a ouvert pour moi, on a amené des marbriers, on a ouvert pour moi les sarcophages. Monsieur Berkowitz, regardez, il n'y a pas aucun ossement, etc. À l'époque, je ne savais pas. Aujourd'hui, je me suis retourné vers le Louvre en lui demandant pourquoi où sont les ossements ce mensonge, et où est la boîte, parce qu'il y a même un numéro de boîte qui contiennent les ossements. Et il n'est pas normal que des ossements d'une femme kadosh, d'une femme sacrée, restent dans les caves du Louvre plutôt que de réintégrer la terre d'Israël et à l'endroit du tombeau des rois. Eh bien, donc, il reste encore plusieurs épisodes à cette série impressionnante, à la fois historique et actuelle, de la réalité de ces dernières années, que vous nous racontez avec beaucoup de brio. Chaim Berkowitz, c'est toujours passionnant de vous écouter parler de ce sujet que vous connaissez sur le bout des doigts. Merci beaucoup d'être venu. Et merci, Daniel. On prendra probablement rendez-vous en espérant que les choses continuent à avancer régulièrement dans ce dossier à la fois délicat et passionnant. Merci beaucoup.